Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Au sommaire, séance de travail hier entre le ministre de la Justice et de la Législation et les membres d'une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le non-respect des décisions de la Cour a été l'un des principaux objectifs de la rencontre. Le Bénin rentrera en possession de ses œuvres culturelles au plus tard le 15 novembre. Elles sont au nombre de 26 au total. À ce propos, les ministres béninois en charge de la culture et des affaires étrangères ont animé hier une conférence de presse. Les détails, c'est dans un instant. Et puis, le sommet européen à Bruxelles se poursuit. Au menu des discussions, la flambée des prix de l'énergie. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, était en séance de travail hier avec une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples conduite par sa présidente, Imani Daud Aboud. C'était dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Cette séance de travail tient lieu de certains constats, au nombre desquels on peut citer le faible taux de ratification du protocole, le faible nombre de déclarations déposées et enfin le non-respect des décisions de la Cour. On écoute les deux personnalités au terme des discussions. Came to Benin, the purpose of this mission is just to have engagement and dialogue with the Benin as a state member of the AU and the owners of the African court, to discuss issues pertaining the court, continuous engagement on these issues up to when we get the solutions of some of the challenges. And we can't get the solution from Benin only. Vous savez, notre attachement aux droits de l'homme et au respect des droits de l'homme. Nous sommes précurseurs en Afrique pour ce qui concerne les droits de l'homme. Nous avons été le premier pays, en tout cas dans l'espace francophone, à inscrire dans notre constitution et le respect des droits de l'homme, la possibilité pour les citoyens d'agir individuellement, par action ou par exception, de saisir la juridiction constitutionnelle. Nous avons ratifié la plupart des instruments internationaux qui se rapportent aux droits de l'homme. Nous restons membres de cette institution-là et si elle est réformée et si nous sommes entendus sur nos propositions de réforme, ce sera un second souffle qu'on apporte à cette institution-là dans le cadre du respect des droits de l'homme auxquels nous sommes attachés, ainsi que je l'ai indiqué. Au plus tard, le 15 novembre prochain, les 26 œuvres culturelles seront restituées au Bénin par la France. Aurélien Agbenonchi et Jean-Michel Abimbola, respectivement, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et de ministre de la Culture et du Tourisme du Bénin, étaient ce jeudi face aux hommes des médias pour quelques informations à ce propos. Laurent Tonéinkes et Fiacre Voitan nous font le point. La dernière ligne droite est engagée pour la restitution des 26 biens culturels au Bénin, dans le but d'informer sur le processus qui aboutira à une remise officielle au Bénin en novembre prochain. Les ministres béninois de la Culture et des Affaires étrangères étaient face à la presse. Le choix de notre pays de réclamer ces œuvres répond à une logique implacable qui est celle d'enrichir notre offre en matière de tourisme, qui est celle de restituer la mémoire collective, mais qui est aussi celle de faire en sorte que ce riche patrimoine qui est le nôtre puisse être reconstitué et constituer un élément d'attraction, mais aussi un élément de grand intérêt pour ceux qui vont visiter ce pays. Pour le gouvernement béninois, cette restitution contribuera à la restauration d'une mémoire collective, le développement de l'intérêt des populations pour leur patrimoine culturel, l'enrichissement de l'offre touristique nationale et l'attractivité de la destination Bénin. Il n'a échappé à personne que l'ambition du gouvernement est de faire de l'exception culturelle béninoise un levier stratégique pour l'éclosion de l'industrie touristique béninoise. C'est ainsi que près d'1 milliard d'euros sont consacrés à différents investissements structurants
dans les domaines de la culture, du tourisme et des arts. Le ministre de la Culture est par ailleurs revenu sur le programme complet qui aboutira à la restitution effective. À Paris, du 26 au 31 octobre, aura lieu une exposition, et pas seulement, également des conférences, des tables rondes, des animations culturelles et autres, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, ce qu'on appelle la semaine culturelle béninoise. Le 9, ça a été dit tout à l'heure, nous signerons les documents juridiques, ces documents juridiques en présence des 2 chefs d'État. Parallèlement, la France prendra un arrêté de radiation de ces œuvres, de ces collections nationales. Donc, un acte sera pris pour dire, bon, voilà, la propriété, nous ne sommes plus propriétaires, donc ça ne fait plus partie de nos biens, donc ils vont radier cela. Le Bénin prendra un acte, qui est le 3e, qui est un décret pour classer ces biens dans la collection nationale du Bénin, c'est-à-dire pour intégrer ces biens comme patrimoine national. Donc voilà en ce qui concerne le protocole juridique. Après ces formalités, les biens seront officiellement accueillis au plus tard le 15 novembre 2021 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Après la réception officielle de ces biens, quel est le sort qui leur sera réservé une fois en terre béninoise? Le ministre de la Culture, Jean Abimbola, nous donne des précisions. Donc nous allons avoir l'accueil et l'hommage à l'aéroport. Et après, les œuvres partiront pour une période technique qu'on appelle une période d'acclimatation. Vous savez que le climat en France et le climat au Bénin ne sont pas tout à fait les mêmes. Et l'hygrométrie, le taux d'humidité n'est pas non plus le même. Donc pour cela, il faut laisser les œuvres s'acclimater. Donc nous allons avoir probablement jusqu'à 2 mois d'acclimatation. Après ce temps d'acclimatation, nous allons avoir un premier événement qui est une exposition à la présidence de la République, une exposition qui sera ouverte au public pour symboliser le retour dans le patrimoine national des œuvres. Après l'exposition à la présidence de la République, sûrement à partir de mi-janvier, cette exposition pourrait être une exposition de 2 ou 3 mois. Parce qu'une exposition de cette envergure, généralement, ce n'est pas une exposition d'une semaine quand on peut. Il y a des contraintes en France, on fait 1 semaine, mais chez nous, nous pouvons montrer cela à tous ceux qui seront de passage à Cotonou pendant 2 à 3 mois. Après, nous allons sur la maison du gouverneur à Ouidah, où les œuvres seront en exposition temporaire pendant près de 3 années, le temps que le musée d'Abomey, le MEARD, soit prêt à les accueillir. Les travaux de réalisation du programme d'assainissement pluvial de Cotonou vont démarrer en novembre. Le contrat de financement des travaux a été signé mercredi entre le représentant de l'agence et le gouvernement du Bénin, représenté par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, permettra entre autres d'assurer une évacuation des eaux de la ville capitale économique du Bénin. La direction départementale Atlantique littorale de l'industrie et du commerce a initié hier une fois de 2 jours dans le cadre de la 2e édition du mois du consommant local. Objectif, promouvoir la consommation des produits locaux dans les 2 départements. Clémence Tonocoin pour le compte rendu. L'initiation de la foire dénommée Consommons 229 s'inscrit dans le cadre de l'ambition du gouvernement de promouvoir la culture de la consommation des produits locaux. Elle vise à contribuer à relever le niveau de l'économie béninoise. Pendant 2 jours, une quarantaine de forains vont exposer différents produits made in Bénin. Notre pays, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, commémore la 2e édition du mois du consommant local dédié à la promotion des produits locaux made in Bénin. Cette initiative louable
est soutenue par la direction départementale de l'industrie et du commerce, qui a décidé de marquer son empreinte par l'organisation d'une foire dénommée Consommons 229 pour la valorisation des potentialités locales dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Ainsi, pendant 2 jours, une quarantaine de forains vont nous faire découvrir la richesse et la diversité de la production locale, leurs talents dans divers domaines tels que l'art, les loisirs, pour célébrer cette fête de la promotion locale. Le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, en procédant au lancement de la foire, a rappelé que le développement du Bénin ne peut se faire qu'à travers notre culture et nos réalités endogènes. Il a invité les uns et les autres à apprendre à consommer ce que nous produisons. Notre ablo, notre abla, notre warangashi, notre afiti national et tous les autres composants dont nous disposons, nous devons croire et les consommer nous-mêmes. C'est de cette façon que notre économie va se développer et va être autonome. Aujourd'hui, le Bénin est le premier producteur du coton en Afrique. Il importe alors qu'on travaille à ce que les produits issus du coton-là, nous puissions les valoriser. Les tenues de toutes sortes, il faut bien que nous-mêmes on consomme ce que nous produisons. Ça y va de la création de richesses, de la création de l'emploi pour nos femmes, pour nos sœurs et pour la jeunesse qui sont en fait le fer de lance du développement. La cérémonie officielle de lancement de cette foire de 2 jours a pris fin par la visite de stands, occasion pour les forains de présenter aux autorités leurs produits. Le Bénin est désormais logé à la 83e place au classement mondial de la FIFA. On se rappelle, en septembre 2021, le Bénin a gagné 4 bonnes places. La défaite du pays à domicile face à la Tanzanie lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 est la principale raison qui justifie cette régression. Actualité en dehors du Bénin, démonstration de force au Soudan pour le 6e jour consécutif des soulèvements. Les manifestants pro-armés et pro-civils s'affrontent. D'un côté, on réclame la mise en place d'un pouvoir civil à Khartoum. Dans le même temps, des milliers de personnes défilent également et exigent du gouvernement militaire qui, selon eux, sortirait le pays du marasme économique. De nombreux dirigeants étrangers lance un appel au calme. Sans faiblir, les partisans de l'état de droit continuent de défiler dans le calme. À Khartoum, ils sont encore des milliers à traverser plusieurs quartiers de la capitale soudanaise. Ces manifestants ont choisi une date symbolique, celle marquant le 57e anniversaire de la première révolution ayant renversé un pouvoir militaire au Soudan, un pays marqué par les coups d'État. 2 ans après la chute d'Omar el-Béchir qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 30 ans, ces Soudanais appellent les militaires à rendre le contrôle total du pays au gouvernement civil. Je manifeste parce que je veux que les militaires remettent le pouvoir aux civils. Leur ère est révolue et on leur a donné leur chance. Maintenant, on veut un pouvoir uniquement civil. Il y a un accord qui a été signé. Les militaires doivent remettre le pouvoir aux civils. On ne leur demande pas leur autorisation. Il faut qu'ils partent. Un point, c'est tout. Mais face aux partisans d'un gouvernement civil, d'autres manifestants défilent pour soutenir l'armée. Des milliers de personnes se rejoignent depuis samedi devant le palais présidentiel où siègent les autorités de transition, et notamment celui qui détient l'essentiel des pouvoirs, le général El Bourhan, à la tête du conseil de transition composé de militaires et d'un gouvernement civil dirigé par Abdallah Hamdok. Pour ces militants, ce gouvernement est inefficace. En ce qui concerne les personnes qui descendent dans la rue aujourd'hui, ils ont le droit d'exprimer leur opinion. Mais pour nous, c'est nous qui avons raison. Ce gouvernement civil n'a rien fait pour les Soudanais en 2 ans. Pour tenter de calmer la colère de la rue, le général El Bourhan a insisté pour la première fois sur le partenariat entre civils et militaires. Mais pour de nombreux Soudanais, le sit-in pro-armée n'est rien moins qu'un énième putsch en préparation.
En attendant, ces divisions politiques contribuent à affaiblir l'économie dans des pays les plus pauvres au monde. Depuis juin, l'inflation y atteint les 400%, tandis que les pénuries se multiplient. Et ce, alors que le Fonds monétaire international exige l'austérité en échange de l'effacement de la dette du pays. C'est dans ce contexte que le gouvernement va tenter tant bien que mal d'organiser les premières élections libres en 30 ans, des scrutins prévus en 2023. Regain de tension au Sahara occidental à une semaine du Conseil de sécurité de l'ONU. Les combats reprennent de plus belle entre les forces du Front Polisario et le Royaume du Maroc. Les indépendantistes maintiennent la pression contre l'armée marocaine et demandent des garanties à la communauté internationale au sujet de la tenue d'un référendum d'autodétermination. Une salve de missiles tirés par le Front Polisario, suivie par une attaque d'artillerie au Sahara occidental. À la nuit tombée, le territoire devient le théâtre d'une guerre de faible intensité d'après l'ONU. Pourtant, depuis quelques semaines, les combats se font de plus en plus nombreux entre le Maroc et les indépendantistes. Depuis 1975, les deux parties revendiquent cette bande de désert au nord-ouest de l'Afrique, dotée de réserves pétrolières importantes et de gisements de phosphate. Si les Sahraouis attendaient la tenue d'un référendum d'autodétermination, le Maroc a étendu son ascendant sur le territoire jusqu'à en contrôler 80%. Nous en avons assez. 45 ans de parcours politique n'ont abouti à aucun résultat. La seule chose qui ramènera notre terre, la seule chose, c'est ça. Et nous allons nous battre, la patrie ou la mort. Un désir ardent de récupérer la zone, alimenté entre autres par le désespoir de nombreux Sahraouis. Ces derniers ont pour la plupart grandi et vécu dans des camps de réfugiés en Algérie et n'ont jamais mis les pieds sur le territoire de leurs ancêtres. Mon seul souhait est de retourner sur ma terre. C'est mon principal vœu et celui de mes enfants. Je demande aussi à Allah d'arrêter cette guerre que nous ne voulons pas et de faire reculer le Maroc. Ce sont mes sentiments. Je suis obligée d'être ici. Et je ne veux pas y être. Cette escalade de la violence dure depuis fin 2020. Date de reconnaissance de la souveraineté marocaine sur l'ensemble du territoire par Donald Trump. Résultat, fort de cette décision, le Maroc déploie ses forces armées dans la zone démilitarisée sous contrôle de l'ONU. Une opération militaire qui a conduit à la fin du cessez-le-feu instauré en 1991 et relancé les combats dans la région. Le chef du Front Polisario déplore l'initiative marocaine. Il appelle l'ONU à fournir des garanties de la tenue d'un référendum. Nous n'avons pas d'option tant que nous n'aurons pas atteint notre noble objectif de jouir et de pratiquer notre droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Je pense que les pratiques du Royaume du Maroc et la complicité de la communauté internationale étaient mauvaises. Et aussi, le Conseil de sécurité des Nations Unies doivent assumer leurs responsabilités avec ce qui se passe maintenant. Dans un entretien accordé à Associated Press, le royaume chérifien réfute une quelconque guerre et évoque des attaques unilatérales. Il ajoute qu'il ne s'agit que de gesticulations de la part du Front Polisario. Il y a moins d'un mois, le Maroc plaidait pour une solution diplomatique aux côtés des Nations Unies. Le Maroc est disposé à continuer à coopérer avec l'ONU pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis dans le plein respect de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale. Le 28 octobre prochain, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion consacrée à la question du Sahara occidental. Une réponse diplomatique dans l'espoir d'atteindre une paix durable dans la région. En France, Jean Castex était attendu au tournant hier soir pour répondre à l'augmentation du prix de l'énergie. Le Premier ministre annonce le plafonnement du prix du gaz pour 2022 et une indemnité en inflation qui sera versée dès le mois de décembre pour les Français les plus modestes, mais aussi pour une majorité des étudiants. Face à la flambée des prix de l'énergie ou encore de l'essence, des décisions étaient attendues. Ce jeudi soir, Jean Castex a annoncé le prolongement du gel des prix du gaz jusqu'à la fin de l'année prochaine. Autre sujet chaud pour Jean Castex, celui de la flambée des prix des carburants ces dernières semaines. Les Français attendaient un coup de pouce du gouvernement
le Premier ministre a annoncé une aide appelée indemnité inflation pour soulager la population de la hausse des prix générale. Prendre sa décision, le gouvernement s'est fixé sur le salaire médian en France. Ce chèque de 100 € concernera au total 38 millions de Français et sera versé à partir de la fin décembre 2021. Par le biais de cette indemnité, Jean Castex affirme vouloir protéger le pouvoir d'achat des Français. Ces dernières semaines, les prix au litre des carburants ont atteint des sommets. Avant les annonces du gouvernement, plusieurs grandes enseignes avaient pris les devants et annoncé vendre l'essence à prix coûtant. Un moment de répit pour les automobilistes. Je viens souvent ici, du coup, du jeudi au dimanche, parce que voilà. Sinon, après, sur l'autoroute, c'est 1,80, 1,85, c'est même pas la peine d'y penser, parce que là, on fait 20 €, voire 30 de plus pour un plein. Et c'est compliqué après. Ça devient très compliqué. C'est énorme. Déjà, en temps normal, j'ai un gros budget essence. En ce moment, je peux même plus faire le plein de mon camion, puisque les cartes bleues sont bloquées à 120 € et je peux même plus faire le plein. Donc ouais, c'est un gros budget. Les annonces de Jean Castex interviennent alors que le spectre de la crise des Gilets jaunes plane sur le gouvernement. Pour rappel, en novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes avait émergé à la suite de l'augmentation du prix des carburants. Près de 3 ans plus tard, s'il ne reste que très peu de manifestants sur les ronds-points de France, cette nouvelle flambée des prix de l'essence pourrait redonner un coup de fouet à la contestation. Deuxième jour du sommet européen ce vendredi à Bruxelles. Au menu des discussions, la flambée des prix et de l'énergie. Sur la table également, les tensions entre l'Union européenne et Varsovie. La Pologne met en cause la primauté du droit européen sur les dirigeants des 27 pays membres ont affiché leur fermeté mais sont prêts au dialogue. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.